vous avez la parole. Je ne sais pas qui présente, mais Pierre-François a son micro coupé, en tout cas. Voilà, je cherchais l'ouverture du micro. Très bien. Vous voyez mon écran là, mes présentations, ça marche? Oui, C'est très bien. parfait. C'est Parfait. parti pour Alors, 20 minutes. c'est parti pour 20 minutes. Très bien. Donc, merci à Brigitte et à Stéphanie hein, de m'associer aussi à ce symposium. En fait, la recherche que je vais présenter ici, elle s'inscrit tout à fait dans la continuité de celle qui vient d'être présentée. Parce qu'elle s'intéresse aussi à ces questions d'attitude, de pratique, d'usage des technologies, des technologies numériques dans le cadre de la formation des enseignants suisses et en l'occurrence dans le canton de Fribourg. Je donnerai quelques enjeux et quelques éléments contextuels, des repères théoriques assez rapidement. Et puis ensuite, je m'attacherai à quelques résultats choisis après avoir présenté la méthode. Et puis, je terminerai par des éléments de synthèse et puis un questionnement, donc en suivant un peu le raisonnement et la logique qui était celle de Sheila tout à l'heure. Donc, on est à la Haute École pédagogique de Fribourg. La seule différence avec celle de Béjune, c'est que nous, on forme que des enseignants primaires, c'est-à-dire qui vont travailler avec des enfants de 5 ans, en gros, jusqu'à 11-12 ans, et que, d'après ce que je viens d'entendre, justement, c'est que, en tout cas à Fribourg, on a quelques éléments de formation en termes de technologie numérique. Alors, il y a un premier cours de mise à niveau qui est en fait un cours autonome à partir d'un test diagnostic de base où les étudiants doivent ensuite faire des modules pour compenser leurs éventuelles difficultés à utiliser les technologies. Et puis ensuite, dans cette première année, dans le deuxième semestre, il y a un cours d'éducation à la citoyenneté numérique, une sorte de cours d'éducation aux médias, si vous voulez, qui permet de rendre sensible nos étudiants à différents aspects liés à l'utilisation, je dirais plutôt des médias qu'au numérique proprement dit, bien que les choses se confondent. Et puis ensuite, en deuxième année de formation, donc semestre 3 et 4, il n'y a rien de particulier. Par contre, en semestre 5 de la dernière année, il y a un cours d'intégration pédagogique des technologies numériques et puis un atelier aussi qui est plutôt orienté vers l'innovation et l'intégration avec les technologies. Dans les enjeux, vous les connaissez bien sûr, c'est toute la question de la digitalisation de la société. En 2018, la Confédération, alors en Suisse, c'est très fédéraliste, enfin dans d'autres pays aussi, en Belgique aussi, mais là, il y a la Confédération qui a donné une impulsion assez forte sur le numérique en termes stratégiques au niveau de tous les domaines de la société. Et puis, ce plan stratégique a été relayé par la conférence intercantonale de l'instruction publique qui concerne les pays, les cantons francophones, avec un plan stratégique qui met l'accent sur les trois piliers dont parlait Stéphanie tout à l'heure, c'est-à-dire le développement de la science informatique avec une importance sur la pensée computationnelle, l'usage des outils numériques dans le cadre de l'apprentissage et puis l'éducation aux médias. Ces éléments sont présents évidemment dans le plan d'études pour les élèves, mais par ricochet, ils sont aussi intégrés dans les plans de formation des enseignants qui devront faire ça avec leurs élèves. Et puis, il y a un référentiel aussi de compétences qui a été développé à Fribourg, mais d'autres cantons le développent de manière assez concomitante. Et puis, je vais intégrer aussi quelques éléments liés à la pandémie parce qu'il y a eu probablement des effets liés à ça. Sur le plan théorique, on est déjà dans la troisième vague. On a dépassé la première vague étant celle des années 80 avec le développement de logos, les théories de pas perte. La deuxième, c'était une première impulsion importante en associant très fortement l'intégration des technologies aux aspects, aux paradigmes socio-constructivistes. Et puis, dans la fin des années 2010, enfin entre 2010 et 2020, on a eu un autre élan qui était vraiment lié au développement, enfin à la propagation de nouveaux outils à travers le web, les MOOCs en particulier ou les tablettes qui ont vraiment été aussi des éléments très incitatifs.
Mais 2015, le rapport de l'OCDE montre aussi que c'est une intégration relativement faible. Ça questionne évidemment les institutions de formation qui se disent mais pourquoi est-ce que les choses passent relativement mal dans la formation. Vous connaissez bien sûr tous tout un tas de modèles, le TIPAC, le SAMR, etc. Je m'arrête juste quelques minutes sur le modèle systémique de Doppler-Strebel qui date de quelques années, mais qui a servi, j'allais dire, pour une partie de notre questionnaire. Dans ce modèle-là, on a vraiment trois niveaux. L'adoption qui consiste à se mettre en route, à se questionner, à se dire voilà, on va commencer à intégrer les technologies. L'implantation qui va se traduire par des expériences, des petites expériences, par la construction progressive d'un petit réseau d'échanges, etc. Et la routinisation, le troisième étage, qui part du principe qu'on a intégré les technologies dans notre réflexion sur l'implémentation justement des technologies dans les séquences d'apprentissage. On avait développé à l'époque un outil qui s'appelle les visitiques, donc les vignettes de situation dans les technologies qui permettent aux enseignants de se, j'allais dire, de se rendre, de voir dans quelle mesure ils se sentent proches de différents profils. Dans le questionnaire, on aura une question là autour, c'est pour la raison pour laquelle je fais allusion à ce questionnaire-là. Et puis, en fonction de la réponse, il se dit, bah, tiens, ouais, je ressemble assez, alors il va se mettre ici ou là, s'il se sent entre C ou S, enfin, etc. Vous avez ici une vision aussi progressive de l'intégration des technologies, hein, où on voit, on part de la curiosité, de l'utilisation, de la diversification des pratiques. C'est des éléments qui ne sont pas nouveaux, qui coïncident et puis qui s'articulent bien les uns avec les autres. Les questions de recherche que l'on a formulées, c'est cette idée de penser, repenser ou peut-être même réguler la formation technopédagogique à la HEP Fribourg en essayant de s'appuyer sur les aptitudes, les conceptions des futurs enseignants sur les technologies. Comme on a modifié les cours à partir de 2007, ça nous intéressait de voir s'il y a des choses qui ont bougé en 2007 et 2020, et puis de voir dans quelle mesure la pandémie peut avoir ou non un impact sur cela. Sur le plan de la méthode, on a un premier questionnaire qu'on passe assez systématiquement aux étudiants de troisième année, en fait. Là, on l'a fait en 2017, 2018, 2020, qui permet de caractériser un peu les profils des étudiants en termes d'équipement, d'usage, de maîtrise, et puis d'attitude aussi envers les technologies. On retrouve un peu les questions hein, qui ont été aussi utilisées dans le questionnaire de Stéphanie Pichila, parce qu'on échange entre nous, donc c'est vrai que c'est des occasions aussi de partager nos outils et nos réflexions. Et puis, identifier aussi leur conception en matière d'usage. Le deuxième questionnaire a été passé juste après le début de la pandémie, autour du mois de mai, à tout le personnel de la HEP, avec l'idée d'essayer de monitorer un tout petit peu l'impact de la pandémie. Alors, il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés, le soutien à la circulation de l'information, l'organisation. Je parlerai assez peu de ça pour me centrer que sur un effet particulier, c'est plutôt le sentiment d'efficacité et puis la charge de travail qui était liée à cette rupture quand même assez importante en termes d'usage des technologies. Alors, si on regarde en termes d'équipement, on voit, tout comme du côté de Béjune, un détachement assez important entre les ordinateurs portables et les smartphones en orange et en vert, et puis les autres outils. Je dirais qu'il y a une stabilité en termes d'équipement entre 2017 et 2020. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. On a commencé aussi en 2017 à faire du BIOD dans les cours, donc les étudiants doivent venir avec leur machine, la plupart l'ont. Alors là, il y a peut-être une toute petite différence. Il y a quasiment 100% des élèves qui ont leur smartphone, enfin 99% qui ont leur portable. Une petite augmentation des appareils connectés. Alors, ça peut correspondre à des choses qui se font aussi dans la société. Sinon, pour les tablettes,
pas vraiment de grands changements. Si on regarde en termes d'usage et de consommation des outils, on voit que les ordinateurs portables sont très consommés. Plus de 3/4 des étudiants, enfin près de 3/4 des étudiants nous disent l'utiliser plus de 3 heures par jour. Pour les smartphones, c'est 40% à peu près qui l'utilisent aussi plus de 3 heures. Donc c'est beaucoup, beaucoup de temps derrière les écrans, hein, si on regarde ces chiffres-là. Si on fait des chiffres consolidés en ajoutant le temps passé derrière un ordinateur fixe ou bien une tablette, bien ça fait effectivement pas mal d'heures passées. Dans le questionnaire, on avait une question un tout petit peu, je dirais, générale, qui consistait à demander aux étudiants de se positionner par rapport à l'idée qu'ils étaient plutôt technophiles ou technophobes. On constate ici une stabilité de la chose, hein, puisqu'en 2018 et 2020, il y a peu de différence. Je vois que je me suis trompé, c'est 2017, 18 et 20, hein, vous aurez corrigé vous-même. Donc, il y a assez peu de changements sur, j'allais dire, l'engouement ou la technophilie. Par contre, la technophobie diminue un peu, donc même de manière significative, hein, si on regarde ici. Donc, du coup, on peut se dire que finalement, si les étudiants se définissent pas comme technophiles, en tout cas, ils ont une phobie un peu moins grande des technologies. Dans ce sens-là, peut être assez intéressant de le noter. Si on regarde des attitudes envers les technologies, ici on avait 4 questions qui résumaient ça. On a vraiment une assez grande stabilité. Il y a peu de choses qui changent sur, j'allais dire, l'aspect, la dimension un peu critique des technologies, hein. Pour eux, c'est des outils qui apportent autant de bien que de mal. Il y a quand même des dangers pour les enfants. Enfin, on est quand même dans le calme plat, on pourrait dire. À ce niveau-là, les cours n'ont pas eu un impact important là-dessus, si ce n'est le fait qu'on les rend attentifs évidemment aux aspects critiques à développer autour des technologies. Si on regarde la curiosité, il y a un engouement un petit peu plus faible, pas significatif, mais une petite chute ici en termes de fascination ou d'intérêt pour la nouveauté ou pour les sorties des appareils, les nouveaux appareils. Donc, on pourrait dire que finalement, il y a peut-être aussi un effet d'habitude qui fait que les étudiants sont ouais, sont moins curieux de ça. Au niveau de l'aisance, là aussi, il ne semble pas qu'il y ait de grands changements en termes de compétences technologiques. On verra dans le détail tout à l'heure qu'il y a quelques éléments qui bougent un tout petit peu, mais d'une certaine manière, cette aisance, elle n'est pas en grande progression. Et puis, en écho à ce que disait hier Margarida à propos ou juste avant-hier plutôt, sur la créativité pédagogique, enfin l'utilisation de la créativité au niveau des technologies, on voit qu'au fond, finalement, il y a une petite augmentation pour être content que les étudiants se sentent peut-être un petit peu plus créatifs grâce aux technologies. Ça m'encourage, ça me rassure un tout petit peu. Si on regarde au niveau de l'aisance technologique, il y a des petites progressions en termes de maîtrise des présenteurs ou de la messagerie. La visioconférence, on peut peut-être aussi voir que ça se popularise davantage. Un élément qui me semblait intéressant à noter ici, c'est que les séquences audio, par exemple, réaliser des petites narrations, des petites mises en ondes, des petits podcasts comme ça augmente de manière assez importante. Il faut dire aussi que dans le cours de 3e année, on leur demande de faire un petit podcast. Donc, du coup, peut-être que c'est une conséquence de ça. Et puis, sinon, pour les aspects plutôt réseaux sociaux, etc., à part la chute de Facebook ici, en tout cas, les choses restent relativement stables. Si on en vient maintenant aux pratiques d'intégration des technologies, on voit quand même quelque chose d'intéressant ici. Le niveau d'adoption diminue, c'est-à-dire qu'au fond, finalement, ils ont un peu dépassé ce stade-là. Et puis, les 2 niveaux d'implantation et le niveau de routinisation augmentent de manière assez importante, même si ici, l'échelle n'est pas la même. Hein, j'ai juste changé ici pour qu'on voie bien les différences. C'est assez encourageant de se dire, au fond, finalement, que progressivement, ils commencent à routiniser l'intégration des technologies. En tout cas, c'est différent de 2017. Donc, on a ici quand même un effet qui pourrait être intéressant
à souligner hein, par rapport au niveau d'intégration qui est par ailleurs aussi fortement lié au niveau d'aisance et à la curiosité hein, par rapport aux attitudes envers les technologies. Ici, on rejoint aussi les résultats que Stéphanie et Sheila, enfin plutôt que Sheila nous présentaient tout à l'heure. Là, j'ai quelques éléments, je vais passer assez vite, mais c'est sur l'impact de la pandémie. On voit qu'il y a un sentiment d'efficacité qui a été clairement en diminution au moment du début de la pandémie, aux alentours de mi-mars, et qu'on n'a pas rattrapé aujourd'hui. Il semble que les étudiants se sentent quand même moins efficaces depuis là. Et ils sont d'autant moins efficaces que les autres personnels de la HEP semblent être moins affectés par cette efficacité. Si on prend la charge de travail, il y a eu aussi au début de la pandémie une charge de travail importante. Et donc, du coup, elle diminue un peu maintenant, donc il y a une sorte d'absorption du choc qui a été faite. On voit ici qu'il y a aussi une différence par rapport non, il n'y a pas de différence par contre par rapport aux autres. Voilà. Si on prend quelques éléments au niveau technologique qui ont été relevés avec la pandémie, on voit qu'il y a un apport sur la découverte de nouveaux outils, le e-learning, l'apprentissage de Teams, l'apprentissage de la suite de M-Office, mis à part tous les autres aspects positifs. Si on regarde du côté négatif, alors on voit qu'il y a toujours ces problèmes technologiques, ce cafouillage au niveau des différents softwares, et puis le temps passé qui est trop important sur les ordinateurs, visiblement. Ça peut affecter certains étudiants. Tout cela m'amène maintenant à faire une petite synthèse et puis à prendre les 3 minutes qui restent pour poser des questions. Donc, on voit finalement qu'entre 17 et 20, il y a une assez grande stabilité. Je dirais l'évolution est relativement faible, même si on voit qu'il y a quelques éléments qui bougent à travers quelques objets connectés en plus, des compétences accrues dans certains domaines, une attitude qui reste relativement basse en termes en termes d'apport des technologies. Par contre, une intégration positivement orientée, ça c'est quelque chose d'encourageant par rapport aux aspects pédagogiques, hein, d'intégration pédagogique des technologies, petite augmentation de la créativité pédagogique qui pourrait aller. Et puis, la pandémie qui pourrait faire apparaître quelques difficultés, en particulier logicielles, hein, par rapport à ça, mais en même temps, un certain retour à la normale ou une sorte d'absorption du choc. Je termine avec quelques questions ou quelques interrogations ou questionnements. Peut-être sur cette stabilité, au fond, est-ce qu'on est arrivé au stade où on n'arrive pas à tirer sur des leviers pour faire changer les choses? Bon, les données ici ont été prises avant la pandémie, donc ce serait intéressant de voir si après la pandémie, on voit des choses bouger en termes d'intégration des technologies. Ce serait à voir, mais disons en tout cas, ce n'est pas a priori très évident. L'autre élément qui pourrait être intéressant, notamment avec le cours de première année, il me semble qu'on est dans l'information, peut-être pas encore la transformation de certaines choses, et ça pourrait être intéressant de s'interroger sur ces processus et comment les accompagner pour que ça soit efficace. La notion aussi d'aisance et de fiabilité des équipements est importante. On voit bien qu'elle détermine pas mal le côté intégratif hein, des technologies. La question aussi de la posture critique, je trouve que c'est intéressant de voir qui sont critiques, mais est-ce que c'est une excuse pour ne pas implanter les technologies ou est-ce que c'est vraiment une critique qui est bien intégrée pour pouvoir ensuite choisir les bons outils? Je ne vois pas Pascal, mais je pense qu'il ne doit plus me rester beaucoup de temps. Je termine avec ça, avec la pandémie comme un coup de frein ou un accélérateur. Voilà, en tout cas, une question qui doit certainement nous occuper tous. Je pense qu'elle a un effet d'accélération, mais il faudra voir. Et puis, la question de la créativité, j'ai bien aimé aussi les éléments autour de ce qu'a dit Margarita. J'espère qu'on pourra s'appuyer là-dessus.
Et puis, je ne développe pas trop non plus sur la question des transferts dans les pratiques enseignantes, mais là, je rejoins aussi les constats, effectivement, que mes collègues ont fait. C'est dans les stages que ça va se jouer. Et là, il faut aussi avoir des relais sur le terrain pour que ça fonctionne. Voilà. Merci, Pierre. Oui, ma sonnette n'a pas encore sonné, mais j'ai encore 20 secondes, donc ça va. Sur mon chronomètre à moi, mais c'est parfait. Je crains d'avoir été un peu rapide à la fin, mais on va pouvoir peut-être en discuter.